Quand un de nos agités me tire par la manche pour me faire connaître que toute la physique est maintenant changée, je pense d'abord à délivrer ma manche. S'il me tient ferme, alors je me mets tristement à réfléchir sur ces faibles propositions que l'on peut lire partout, et dans lesquelles je cherche vainement l'apparence d'une erreur. L'un me dit que la longueur d'un corps en mouvement dépend de la vitesse. J'ai depuis longtemps l'idée qu'un torpilleur lancé à toute vapeur se trouve un peu raccourci, comme s'il heurtait du nez un corps dur. Et l'on m'a raconté que les tôles d'un torpilleur rapide s'étaient trouvées comme plissées après les essais. Chose prévisible. En réalité, dit un autre, il s'agit d'un raccourcissement apparent, qui vient de ce que nos mesures sont changées par la vitesse. Tout à fait autre chose alors. Mais je n'ignore point non plus que les mesures sont changées par le mouvement. Si je marche en sens contraire, un train mettra moins de temps à passer devant moi. Justement, nous y voilà, dit un troisième. Le temps dépend des vitesses. Ainsi, ce qui est long pour l'un est réellement court pour l'autre. Et comme tout au monde est en mouvement, il n'y a donc point de durée de quoi que ce soit qui puisse être dite véritable. Eh bien, pourquoi ne dit-il pas aussi qu'il est impossible à la rigueur de régler une montre sur une autre? Par exemple, on règle un pendule de Paris sur un pendule de New York, par la télégraphie sans fil. Mais si vite que courent les ondes, je n'entends toujours pas le top au moment même où il est envoyé. Et que sais-je de la vitesse de ces ondes elles-mêmes, si ce n'est par d'autres mesures? Alors le quatrième. Nous mesurons la vitesse de la lumière, et toujours par le moyen de quelques mouvements que nous supposons uniformes. Cela même, l'uniformité, est relatif à la rotation de la Terre, que nous supposons se faire toujours en un même temps. Cercle vicieux, évidemment. L'horloge témoigne que la Terre tourne avec une vitesse constante, mais la rotation de la Terre, comptée par les étoiles, prouve que l'horloge marche bien. Le temps absolu nous échappe. Sur quoi je voudrais répondre que le mouvement absolu nous échappe aussi. Descartes a déjà dit là-dessus le principal. Et quand on dit qu'une chose tourne ou se meut, il faut toujours dire par rapport à quoi. Le passager qui se meut par rapport au navire peut être immobile à ce moment-là par rapport au rocher. J'avoue qu'il est toujours utile de réfléchir là-dessus, mais que l'idée soit neuve, je le nie. C'est comme le grand et le petit, qui dépendent du point de comparaison. Platon s'amusait déjà à dire que Socrate, comparé à un homme plus petit que lui et à un homme plus grand, devenait ainsi plus grand et plus petit sans avoir changé de grandeur. Or ici le cinquième, qui est philosophe de son métier, me dit « Vous battez la campagne, au lieu d'étudier les théories elles-mêmes. Vous n'oseriez pas dire que l'espace où nous vivons est absolument sans courbure. Comment affirmeriez-vous que le temps dans lequel nous vivons a une vitesse constante, ou seulement une vitesse qui soit la même partout ?» Dans la bouche de ce mal instruit apparaît enfin une faute connue et bien ancienne, qui est de prendre la figure pour l'espace et le mouvement pour le temps. Car c'est une figure qui est droite ou courbe, et non pas l'espace. Et c'est un mouvement qui est vite ou lent, et non pas le temps. Mais la discussion n'instruit pas. Je m'enfuis jusqu'à Thalès, compagnon muet.